Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, aujourd'hui, dans ce Fait entrer l'invité, retour sur les élections européennes qui se sont tenues ce week-end. C'est un séisme, un électrochoc. Dans de nombreux pays, l'extrême droite enregistre des chiffres records. Une montée en flèche des nationalistes en Italie, Autriche, France, Allemagne. En France, le parti d'extrême droite est largement arrivé en tête. Dès hier soir, le président français s'est adressé solennellement aux Français et a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Des élections législatives auront lieu dans 3 semaines. 370 millions d'Européens étaient appelés aux urnes pour élire leurs eurodéputés. Des élections qui resteront dans les annales. Jamais auparavant, nous n'avions assisté à une montée des populistes aussi importante dans l'Union européenne. Avec nous, Emmanuel Dupuis, analyste politique, président de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Dupuis, juste avant de rentrer dans les détails, au vu de ces résultats, la démocratie européenne est-elle en danger ? Alors, vous l'avez dit, c'est une sorte de paradoxe électoral auquel nous avons assisté depuis quelques jours, puisque les élections ont commencé le 6 juin et se sont terminées, pour certains pays, dimanche soir. Premièrement, il y a effectivement la confirmation de la montée en puissance des partis d'extrême droite, mais ça ne se traduit pas ainsi au Parlement européen, car la majorité reste entre les mains des partis traditionnels, en tout cas de l'arc, ce qu'on appelle l'arc républicain, allant de sociaux-démocrates aux chrétiens-démocrates, avec la confirmation de la force du Parti populaire européen, qui gagne d'ailleurs 15 sièges, en faisant le plus grand parti siégeant au Parlement européen, c'est-à-dire 181 sièges. Et le paradoxe, évidemment, fait que les partis populistes ont augmenté leur représentation, mais beaucoup moins qu'on ne le craignait. Ça, il s'agit du Parlement européen. Le séisme, c'est que dans tous les contextes politiques dans lesquels se sont tenues ces élections, il y a eu des surprises. Premièrement, comme vous l'avez dit, la France, avec non pas une surprise, mais la confirmation du Rassemblement national qui va envoyer 31 députés européens quand le parti suivant, celui d'Emmanuel Macron, n'en enverra que 13, avec un différentiel absolument considérable qui place le Rassemblement national comme la première force politique, en nombre en tout cas d'électeurs. Mais ce n'est pas seulement qu'en France. L'AfD, l'Alliance pour la démocratie allemande, le parti d'extrême droite, est devenu de facto le deuxième parti politique en Allemagne, devançant le parti au pouvoir du SPD, qui d'ailleurs ne réussit que très modérément son pari de tenir tête non seulement à l'extrême droite, mais au parti conservateur, qui regagne de la légitimité, faisant craindre une nouvelle dissolution donc de la coalition fédérale, et sans doute scellant le sort du chancelier Olaf Scholz. En Belgique, où le Premier ministre De Croo a décidé de démissionner face à la montée en puissance du parti nationaliste flamand, que d'aucuns indiquent comme populiste de droite, mais qui est en fait un conservatisme chrétien-démocrate. En Grèce, où la nouvelle démocratie, qui avait déjà gagné les élections législatives il y a 6 mois, se voit contraint de faire avec un mouvement d'extrême droite qui devient de plus en plus présent. C'est le cas en Roumanie, c'est le cas au Portugal, c'est le cas également en Espagne et bien évidemment en Italie, où Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, reste le premier parti politique de la péninsule italienne. Mais justement, on parle des élections européennes, mais finalement, c'est une éclaboussure et un changement réel au sein de chaque pays de l'Union européenne et les pays fondateurs eux-mêmes. Emmanuel Dupuis, comment vous l'expliquez, cette montée en flèche des nationalistes et populistes ? Premièrement, parce qu'ils ont été plutôt habiles en cachant leur vraie nature, en se positionnant sur des sujets sur lesquels les partis traditionnels ont un peu failli. La lutte contre l'immigration clandestine, un discours ferme et en tout cas entier et compréhensible par les populations les plus fragilisées, les agriculteurs, les retraités, ceux dont le pouvoir d'achat a été fortement minoré durant ces dernières années. Et ce n'est pas que la faute du Parlement européen, c'est la faute des partis politiques qui, siégeant au Parlement européen, sont la résultante des rapports de force politiques dans les principaux partis. Ça, c'est une première réponse. Et puis, une deuxième réponse fait que, malheureusement, et la France en est malheureusement le triste exemple, l'élection européenne a été volée. Il ne s'est pas du tout s'agit de faire une élection européenne, mais de profiter de l'élection européenne comme une élection intermédiaire complètement entre la présidentielle de 2022
et les municipales de 2026 et surtout la présidentielle de 2027. On a peu parlé d'Europe, on a surtout parlé des rapports de force, on a parlé de l'éventualité de cette dissolution qui est advenue, non pas à la surprise générale, mais en tout cas dans la forme et la manière dont elle va s'organiser un peu de manière désordonnée. Le président a exipé de l'article 12 de la Constitution qui précise bien que l'élection peut se tenir 20 à 40 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, mais c'est évidemment faire abstraction d'un autre article tout aussi important, l'article 157 du Code électoral, qui précise que si tel était le cas, les candidatures auraient non pas dû être déposées vendredi prochain, mais vendredi dernier. Donc il y a un petit peu d'ambiguïté et sans doute un certain nombre de personnes qui vont contester la faisabilité de ces élections qui arrivent dans un très mauvais planning ou chronogramme, évidemment, quelques semaines avant la tenue des Jeux Olympiques à Paris. Exactement. Alors, ce qui est revenu beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a été beaucoup partagé, c'est un phénomène nouveau des partis racistes, mais qui affichent clairement le mot racisme, clairement assumé. On se souvient en Italie, et tout le monde l'a vu à plusieurs reprises, il y a un mois tout juste, 1500 militants d'extrême droite qui avaient marché au flambeau dans les rues de Milan avant d'exécuter le salut fasciste, et tout ça entouré de policiers. Ça donne froid dans le dos le fait que même le mot raciste n'est plus tabou. On peut le dire ouvertement. Ce qui est plus tabou, c'est que ces partis arrivent au pouvoir. Et c'est surtout ça le danger. Et que même s'ils se sont renforcés un petit peu partout en Europe, c'est le cas français qui est le plus emblématique, car il viendrait rejoindre les Pays-Bas et surtout l'Italie. Vous parlez des pays fondateurs, ça voudrait dire que sur les 6 pays fondateurs, 3 partis politiques d'extrême droite sont au pouvoir. Et donc, d'une certaine manière, le noyau dur est atteint. Ce qui n'est pas encore le cas en Allemagne, parce que l'AfD ne fait partie d'aucune coalition possible, en tout cas pas avec la CDU et encore moins avec les sociodémocrates qui sont actuellement au pouvoir. Donc c'est ça qui fait, entre guillemets, comme vous le dites, froid dans le dos, une sorte de banalisation du fait que l'extrême droite va s'installer au pouvoir, sans doute avec beaucoup de certitudes, encore beaucoup plus de certitudes qu'incertitudes en France d'ici 3 semaines, avec une dynamique qui est en faveur des partis d'extrême droite. Le Rassemblement national a fait 32%, mais si on ajoute les 5 à 6% du mouvement Reconquête de Éric Zemmour, on atteint quasiment 40% du corps électoral, avec une abstention qui a été réduite, mais qui fait que en même temps, n'ont voté que 180 millions sur les 450 millions de citoyens européens et les 370 millions de votants. Donc, d'une certaine manière, il y a encore la possibilité de faire front ou de faire face sur le fond, comme vous le dites, pour essayer de ne pas revenir en arrière, avec des souvenirs, hélas, qui font, comme vous le dites très bien, froid dans le dos, mais surtout pour essayer d'avancer, pour créer des coalitions qui pourront faire face au mouvement d'extrême droite. En France, face au Rassemblement national, entre guillemets, avec une gauche réunifiée, avec une droite qui part consciente de sa faiblesse, mais néanmoins en préparant les alternatives pour 2027, et puis bien évidemment avec la certitude que au Parlement européen, la prochaine présidence du Parlement européen et la prochaine présidence de la Commission restera entre les mains des conservateurs. En France, je m'y arrête encore, cette décision. Je crois que la dernière dissolution de l'Assemblée nationale, c'était en 1997. C'est un coup de poker que joue le chef de l'État au risque de provoquer le pire. Il joue surtout à la roulette russe en n'ayant pas, s'étant pas suffisamment concerté avec les principaux intéressés, c'est-à-dire les responsables des partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Certes, il a respecté la Constitution en appelant les 2 principaux responsables que sont le président de la Sénat et le président de l'Assemblée nationale. La constitutionnalité de la décision est réunie, mais néanmoins sans une réelle concertation avec les forces politiques de l'arc républicain, entre guillemets, s'il s'agissait de cela pour faire face au Rassemblement national. Je pense que le président Macron a pris une décision que certains présentent comme étant concertée. Je ne le crois pas tout à fait. Je pense qu'il a agi un petit peu sur un coup de tête, un coup de sang, un peu vite, en banalisant le droit, ou plutôt en le mettant de côté, en essayant de reprendre l'initiative pour essayer de masquer la très profonde défaite de son parti politique, quasiment 20%, et donc quasiment 20 sièges en moins que par rapport à 2019 et surtout par rapport à son opposant qu'est le Rassemblement national, pour essayer en gros de
de remettre au centre du jeu son initiative, mais qui pour l'instant ne fait pas consensus au sein même de ses troupes, car beaucoup de ses partenaires, Édouard Philippe pour Horizon, François Bayrou pour le MoDem, sont très dubitatifs sur l'idée que cette dissolution va régler quoi que ce soit. Il n'y aura sans doute pas de majorité absolue pour le Rassemblement national. Le résultat, le plus probable, c'est que le Rassemblement national envoie 200 députés, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il n'en a aujourd'hui, et que le parti gouvernemental en perde à peu près autant. Donc, en gros, cela conforte, installe, enquiste le Rassemblement national sur le piédestal du pouvoir, rendant inéluctable la nomination de Jordan Bardella, 28 ans, comme Premier ministre d'une cohabitation qui se ferait de facto entre le parti présidentiel, qui n'est plus majoritaire, le président lui-même et le Rassemblement national. Ça va être très intéressant de suivre de très très près ce qui va se passer durant les 3 prochaines semaines. C'est pas anodin du tout ce qui se passe quand on parle d'élections européennes. Tout le monde s'en détache un petit peu, mais n'empêche que l'on voit que un tournant peut être enregistré dans de nombreux pays. Quel impact cela aura, à votre avis, sur notre continent ? Il y aura sans doute des ajustements par rapport à la politique étrangère ou la politique extérieure du continent européen. Sans doute plus de timidité, de fragilité, de pusillanimité, comme on dit, européenne vis-à-vis de l'Ukraine, rejoignant un agenda qui est un agenda à venir, l'élection britannique le 4 juillet prochain, l'élection américaine le 5 novembre prochain, où vraisemblablement il y aura un front renversé. Les conservateurs britanniques vont perdre le pouvoir aux dépens des travaillistes. Ça ne veut pas forcément dire que les travaillistes vont être totalement dans la même ligne du soutien indéfectible de la Grande-Bretagne à l'Ukraine. Et puis de la même manière, l'élection américaine aura un impact sur la politique étrangère, la stratégie, l'autonomie stratégique que le président Emmanuel Macron aime bien, ou plutôt adore appeler de ses voeux, qui sera un petit peu fragilisée. Car un certain nombre de partis au pouvoir, en Italie, aux Pays-Bas, désormais bientôt en Belgique, ou, comme je le disais précédemment, avec une pression forte en Espagne, au Portugal, en Grèce et donc de facto en France, seront peut-être plus réticents, peut-être plus lents à soutenir de manière indéfectible l'Ukraine face à l'agression russe. Voilà un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est évidemment les priorités. Est-ce que la priorité de tenir compte d'une immigration sûre, régulière et ordonnée, comme cela avait été voté à Marrakech en 2018, va être encore une priorité, ou plutôt va-t-on ériger des murs, des barrières, des frontières? D'ailleurs, on peut aussi craindre que la prochaine présidence du Conseil de l'Union européenne, assumée par la Hongrie, ne conforte l'idée que l'espace Schengen ne devienne pas un espace de libre circulation, mais plutôt un espace de restriction de la circulation. Voilà quelques éléments qui pourraient tendre davantage les relations entre l'Europe et ses voisins. Le Royaume a d'excellentes relations avec l'Union européenne. Ce qui se passe actuellement et ce qui se dessine pourrait-il avoir un impact sur nous également? Alors, il y aura sans doute un impact direct. Il ne faut plus espérer une visite du président français d'ici 2024 et il faudra attendre sans doute 2025. Le président a décidé lui-même de s'impliquer dans la campagne. Le président devra tenir compte d'une cohabitation et je ne suis pas du tout certain que le président français abonde dans l'idée qu'il faille d'emblée mettre le dossier, et je m'en dévole, franco-marocain comme une de ses priorités diplomatiques. Deuxième élément, un certain nombre de pays qui, à juste titre, ont avancé positivement sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara, c'est le cas de la gauche espagnole, c'est le cas de la gauche allemande, pourraient de nouveau être mis en péril si la droite espagnole revient au pouvoir ou si la CDU revient au pouvoir en Allemagne. Armin Laschet, le président de la CDU, n'est pas tout à fait clair sur la position qu'il veut incarner vis-à-vis du Maroc. On se souvient qu'il y avait de cela 1 an et demi, une crise diplomatique avait déjà nourri quelques doutes et hésitations entre Berlin et Rabat. Voilà 2 exemples, on pourrait en citer d'autres, qui font que l'Espagne, par exemple, et la France vont sans doute se concurrencer de plus en plus pour essayer de s'attirer les bonnes grâces, notamment des industriels, vers le Maroc, avec là aussi une réflexion que les 2 pays auront à faire face, notamment par rapport à l'incertitude de l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, qui lui-même donnera le ton
étant donné qu'il y a entre ces deux pays, l'Espagne et la France, une profonde division par rapport à la question palestinienne. Le Premier ministre Pedro Sánchez est le plus enclin à être le fer de lance d'une reconnaissance immédiate de la Palestine. On le sait, depuis maintenant 2 semaines, le président français tergiverse ou recule ou ne veut pas donner l'impression qu'il veut lâcher, entre guillemets, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, même si maintenant les choses sont plus claires, avec la démission de Benny Gantz du cabinet de guerre et vraisemblablement la chute de Benjamin Netanyahou à l'occasion des prochaines élections législatives. Une dernière question, s'il vous plaît, Emmanuel Dupuis. Vous disiez, je reviens simplement à l'espace Schengen, parce qu'il est quand même des plus centrales, cet espace de libre-échange, de libre circulation. Pour vous, aujourd'hui, il est en danger ou pas ? Il est en danger, pas forcément à cause des élections européennes, il est en danger car ces élections européennes précèdent la maîtrise de l'agenda communautaire par la Hongrie, qui sera à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 à la tête du Conseil de l'Union européenne. Alors il n'y a pas de danger sur l'espace Schengen, par contre il y a un danger de fermeture de l'espace périphérique ou mitoyen de l'espace Schengen. La libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen restera pleine et entière, désormais élargie à la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne l'espace aérien et maritime. Maintenant, le Premier ministre Viktor Orban l'a indiqué, et suivi sans doute, avec certitude, pas sans doute, avec certitude par le Premier ministre, même s'il est désormais moins en capacité de l'incarner, Robert Fico, le Premier ministre slovaque, mais bien sûr aussi avec la perspective d'élections législatives en Autriche, qui verra sans doute l'extrême droite devoir s'associer, la droite s'associer avec l'extrême droite de plus en plus présente, mettant une pression supplémentaire sur la liberté de circulation de l'extérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'espace Schengen. Et les visas, est-ce que ça aura un impact réel suivant tous ces pays qui vont virer, excusez l'expression, mais virer complètement à droite? Est-ce que ça aura un impact sur les visas? Il est tout à fait possible que l'état d'amélioration de ce dossier, notamment en ce qui concerne la France et l'Espagne, après une intervention, il faut la saluer, de Catherine Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui en avait discuté directement avant de céder sa place à Stéphane Séjourné avec son homologue Nasser Bourita. Il est tout à fait possible que si on est dans un gouvernement donc de cohabitation, il y ait de nouveau une tension, ou en tout cas un rétrécissement de l'espace sur cette question, qui d'ailleurs a comme corollaire l'augmentation du prix de la scolarité pour les étudiants africains, qui a comme corollaire une sans doute plus forte pression sur l'obligation d'accueil au Maroc, en Algérie et en Tunisie des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Gérard Darmanin s'est montré beaucoup plus insistant sur cette question, ou tout comme il s'est montré très insistant sur l'interdiction ou l'arrêt de l'accueil des imams détachés par rapport à la question de la radicalisation au sein de ces mêmes mosquées. Il est tout à fait possible que son successeur, qui ne serait pas du même bord politique que lui, nettement plus à droite, soit beaucoup plus renfermé, soit beaucoup plus autiste, ou en tout cas soit beaucoup plus moins humaniste, disons-le ainsi, sur cette question, tout comme l'extension des visas. Ça concerne beaucoup plus la France que d'autres pays qui, de toute façon, avaient déjà fait leur aggiornamento sur la question des visas. Merci infiniment de votre lecture et partage de votre analyse, Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Merci beaucoup. Merci à vous.